Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Nous sommes des militants libertaires, défendant les principes de la démocratie directe, de l'athéisme, du féminisme universaliste ou encore de l'internationalisme. Ces engagements, ces convictions ne sont pas des idéologies, à l'opposé de tous ceux qui, de plus en plus, enferment et galvaudent les idées d'émancipation sociale et individuelle. Nous nous réclamons de l'héritage européen des Lumières et des mouvements ouvriers. Nous nous revendiquons donc de la discussion authentique, de la recherche de la vérité et de l'attention à la réalité. Nous prenons l'intelligence où elle se trouve. Quel que soit leur camp, quel que soit leur grade ou leur éclat, invitant ceux qui nous semblent les faire vivre au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétiques, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Voile, féminisme et islam, deuxième partie de l'entretien avec Naëm Bestanji. Dans l'incompréhension du débat actuel, là, je pense qu'il y a un point sur lequel on aimerait des définitions, c'est sur la différence que tu fais entre l'islam et l'islamisme. C'est aussi ça, parce que nous, finalement, on pourrait, notre point de vue, ça va être aussi que l'islamisme, quelque part, le Coran le porte aussi en soi, puisque c'est un projet de société. Donc je parle pas, il y a souvent aussi des gens qui font des raccourcis. Islamisme ne veut pas dire forcément terroriste. Ça veut dire porter c'est l'islam politique. Ça veut dire amener un projet de société avec la religion. Et donc toi, tu fais la distinction, tout le monde ne la fait pas. Énormément de gens ne la font pas. Donc quelle serait ta définition de l'islamisme pour être clair ? Alors, donc, il y a un long chapitre qui est consacré à cette définition-là dans le livre, puisque j'emploie souvent ce terme. Donc, il fallait l'expliquer au lecteur avant d'expliquer est-ce que le voile, c'est religieux ou pas. Et en fait, déjà, le terme islamisme était déjà utilisé depuis quelques siècles pour, en fait, parler des disciples de l'islam, c'est-à-dire les musulmans, en fait. Islamisme était synonyme de christianisme pour la religion chrétienne. Ensuite, ce terme est tombé en désuétude. Il est réapparu à la fin des années 70 et dans les années 80 pour parler justement de mouvements islamistes, dans le sens qu'on connaît aujourd'hui, d'intégristes musulmans, notamment en Iran, et puis ensuite partout les frères musulmans, le salafisme, etc. Et là, ça définit. En fait, islamisme, c'est synonyme d'intégrisme musulman. Alors, l'islam religion. Et là, pour le coup, il y a des différentes interprétations de l'islam théologique entre le Coran, la Sunna, etc. Donc ça, c'est le côté théologique. Effectivement, l'islam, comme toutes les religions, on en fait ce qu'on veut. Ça peut être d'amour et de paix, entre guillemets, comme de haine et de guerre, entre guillemets aussi. Vraiment, surtout que l'islam a une certaine souplesse, plus de souplesse que les deux autres religions monothéistes dans la vie au quotidien, malgré ce qu'on croit, et dans la gestion de la société. Et en même temps, il y a une vision très politique de la société. Et là, du coup, pareil, il faut connaître, c'est pas forcément que de la théologie, c'est aussi l'histoire. C'est-à-dire que l'islam, c'est en gros les révélations, quand on y croit, faites à Mohamed. Il y a la période de la Mecque, où là c'est plus les révélations qui concernent la religion en tant que telle, la spiritualité, et puis la période médinoise, quand il était réfugié à Médine, où là c'est beaucoup plus politique et social. Le voile, c'est dans le côté, c'est les versets qui ont été révélés à Médine, donc politique et social, pas dans le volet spirituel. Donc déjà, c'est une première distinction. Je parle des versets que les islamistes instrumentalisent pour expliquer que le voile est une prescription coranique. Donc l'islam, en tant que religion, fait qu'il y a des musulmans de toutes sortes, et même des musulmans progressistes, comme je le disais, qui sont contre le port du voile, qui vivent pleinement dans leur temps, et qui sont même contre l'investissement de la religion en politique, alors que pourtant, on peut interpréter l'islam dans un sens politique puisque ça apporte des règles de vie, notamment sur le divorce, sur comment est-ce qu'on traite les voleurs, comment est-ce qu'on les punit, la fidélité sexuelle, la fidélité maritale, etc. L'esclavage, beaucoup de choses sont codifiées dans le Coran. Mais là, c'est la religion. Et donc, en tant que croyant, on peut avoir une approche littéraliste ou une approche, dans l'esprit du texte.
Et c'est là où on commence à avoir une distinction entre les musulmans et où apparaît l'islamisme. C'est-à-dire que ceux qui se considèrent être comme les littéralistes partent du principe qu'il faut prendre le texte dans son sens originel et de l'appliquer tel quel, sans aucune interprétation que ce qui est écrit. Et c'est comme ça qu'on est le plus fidèle à la volonté de Dieu. Ça, c'est les intégristes musulmans. Alors après, j'explique dans le livre comme quoi ils ne sont pas fidèles à la lettre du Coran, puisque c'est la langue arabe du 7e siècle, pour une société qui était du 16e siècle dans la péninsule arabique. Donc pour comprendre déjà la mentalité de l'époque et pour l'appliquer de nos jours, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs que les islamistes mettent en pratique très mal ou très peu le Coran finalement. Et puis vous avez les musulmans progressistes qui considèrent que eux, il faut avoir une approche dans l'esprit du texte, c'est-à-dire que coller au message et non pas à la lettre. Par exemple, la polygamie, un homme a le droit de se marier avec 4 femmes. Donc les islamistes considèrent qu'ils peuvent avoir 4 épouses, même aujourd'hui encore. Alors que le verset n'est pas terminé, il est dit ensuite qu'à condition que vous soyez égal avec chacune d'entre elles. Ce qui est humainement impossible. Et un peu plus loin, d'ailleurs, dans le même sourate, un verset dit que vous ne pouvez pas être égal avec toutes vos femmes. Donc, et là c'est moi qui le dis, c'est pas le Coran, donc ça pousse à la monogamie. Voilà. Donc ça, c'est les progressistes qui disent ça. Alors que les islamistes disent, bah non, c'est écrit on peut se marier avec 4 femmes. Ils vont écarter le reste. Et littéralement, c'est ça. Et oui, c'est ça. Voilà. Donc, pareil pour battre sa femme, puisque le Coran autorise à ce que son époux batte sa femme après un certain processus, si elle ne l'a pas écouté, il peut la battre. Les musulmans progressistes considèrent que ça, c'était la façon de l'époque de gérer les relations conjugales. Aujourd'hui, on a dépassé ça. On sait que c'est une violence faite à une femme, que c'est pas bien, et qu'il y a les lois des êtres humains qui interdisent cela. Donc, c'est la loi des humains qui prime. Voilà. Et ça, c'est la première différence. Et enfin, l'islamisme, au sein de l'islamisme, il y a le fondamentalisme et l'extrémisme. Le fondamentalisme, comme le mot l'indique, c'est la volonté de retourner au fondement de la foi. Donc le côté littéraliste. Mais pour pouvoir pleinement vivre ce fondamentalisme, il faut que la société autour s'y adapte. Sinon, c'est pas possible. Donc, il faut pouvoir exporter sa religion à l'extérieur de son intimité, à l'extérieur de chez soi, donc au milieu du travail, ou au sein d'une assoce, ou en politique, etc. Et ça, c'est l'extrémisme. Puisqu'il faut pouvoir aller à l'extrême de son fondamentalisme, il faut pouvoir influencer toute la société. Voilà. Et c'est pour ça que la plupart des fondamentalistes, par définition, sont des extrémistes. Et il y a des salafistes qui, eux, veulent rester fondamentalistes, ils veulent rester que enfermés entre eux, quasiment sectaires, pas influencer la société ni rien, mais juste vivre pour soi-même leur religion extrémiste. Eux, ce sont des fondamentalistes. Voilà. Et certains, même beaucoup, peuvent passer du fondamentalisme au djihadisme chez les salafistes. Donc, et tout ça, donc les fondamentalistes et les extrémistes, forment l'islamisme. Et c'est pour ça que l'islamisme est synonyme d'intégrisme musulman. Et en même temps, c'est une distinction qui est très subjective. Il y a énormément de passages de l'islam à l'islamisme. C'est très courant de faire distinction en disant de bien faire attention, mais contrairement à d'autres religions, enfin à d'autres monothéismes, le judaïsme et le christianisme, l'islam n'a jamais été réformé. Il n'y a jamais eu de réforme. Il n'y a pas d'abrogation de certains passages du Coran, ou alors c'est effectivement les questions entre les périodes médinoises et mécoises. Et ce sont des exégèses qui systématiquement interviennent et demandent de se pencher encore et sur le texte et de s'intéresser à la chose. Mais en t'écoutant, moi je me disais, mais en Occident, en tout cas, je comprends que les débats puissent avoir lieu au Maghreb ou dans tous les pays musulmans, mais en Occident, ce sont des débats théologiques qui ont été réglés depuis longtemps. Et pour un habitant moyen de l'Europe, se référer à un texte pour donner une direction à la vie individuelle ou à la vie collective est une idée qui est un peu baroque. Alors, ce sont des questions philosophiques, mais c'est tout à fait différent. C'est pas un texte sacré, c'est un texte que l'on critique, que l'on met en regard avec d'autres auteurs, etc. Il y a toute une construction. Donc, tout l'univers que tu décris est un univers qui est quand même assez étranger à l'univers intellectuel occidental contemporain. Et cette différence entre islam et islamisme, elle est très ténue à partir du moment où la question de la révélation n'a pas été brisée.
Et en Europe, elle a été brisée à plusieurs reprises, et en islam, non. À partir du moment où on croit en Dieu, parce que ce qui définit un musulman n'est pas tellement la croyance en Dieu, mais la reconnaissance de Mahomet comme un modèle. Lorsqu'on voit la vie de Mahomet, ce n'est pas une vie vraiment exemplaire, du point de vue occidental en tout cas. C'est un conquérant, c'est un chef de guerre, on dirait, nous, de notre point de vue, un psychopathe sexuel. Il y a énormément de manipulation, il y a plusieurs livres qui ont été écrits sur la question, qui sont assez définitifs. La question du curseur entre islam et islamisme est une question qui est très volatile. Elle est très évanescente. Et toi, tu la poses comme une évidence. Alors, moi, je connais, il y a une partie de ma famille qui est musulmane. Il y a un islam ordinaire, on est tout à fait d'accord, ce qu'on appelle la foi du charbonnier, qui a régné dans l'islam tardif sous l'Empire ottoman, qu'effectivement, une foi relativement distante, avec un rapport très distant au Coran. Et aujourd'hui, on a affaire à un néo-islam. Mais un auteur a dit, je ne sais plus lequel, un auteur kabyle a dit que l'islamisme était l'islam en mouvement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Un islamisme est un musulman qui est militant de sa religion. Et il y en a de plus en plus. Et cette distinction entre islam et islamisme me semble un peu byzantine. Non. Non, parce que d'abord, la réforme a eu lieu. Il faut connaître l'histoire de l'islam. Il y a eu une réforme, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du 19e siècle. Cette réforme, alors, il faut me laisser. Donc, cette réforme a eu lieu, et je dis bien qu'elle a eu lieu, pas qu'elle a échoué. Elle a eu lieu parce que des musulmans aujourd'hui en sont les héritiers. Ces musulmans qu'on ignore, ces musulmans que tu peux ne pas connaître, et qui sont en totale opposition avec ce que tu dis. Et pourtant, ils sont musulmans. Ils ne sont pas moins musulmans que ceux que tu considères être comme des musulmans, c'est-à-dire les islamistes. Donc, non. Là, quand on dit c'est toute la question, c'est vrai qu'on valide l'interprétation islamiste, extrémiste de l'islam. Donc, on prend une position théologique en faveur des extrémistes. Donc, c'est pour ça que je dis il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas prendre de position théologique en disant l'islamisme, c'est la même chose. Alors après, effectivement, est-ce que c'est difficile parfois de trouver le curseur? C'est pour ça que j'essaie d'apporter des éclairages. Et qu'au sein de l'islam, donc, il y a eu cette réforme. Et pourquoi cette réforme a échoué? Parce que, encore une fois, on ne peut pas, systématiquement, il faut arrêter de comparer le christianisme et l'histoire du christianisme avec l'islam. Ça n'a rien à voir. Les trois religions monothéistes ont un socle commun, ont des prophètes en commun, ont une théologie commune, mais on ne peut pas à chaque fois les comparer, parce qu'effectivement, et c'est humain, on compare avec ce qu'on connaît. Ce n'est pas comparable. C'est pas la même histoire, c'est pas la même évolution. C'est pas la même théologie, c'est pas la même approche, ça n'a rien à voir. Donc là, au sein de l'islam, il y a 4 grandes écoles théologiques. Celle qui domine aujourd'hui, c'est l'école hanbalite. Donc, c'est-à-dire l'école la plus extrémiste de l'islam. Donc forcément, l'islamisme a le monopole théologique sur l'islam. Et j'en parle dans le livre, c'est que les islamistes ont réussi à disqualifier, depuis le début du XXe siècle, tous les musulmans qui ne leur conviennent pas. Tous les musulmans qui ont une approche différente, qui ont une approche progressiste, plus dans l'esprit du texte coranique, plus moderne de l'islam. Ils sont totalement disqualifiés. Parmi leurs arguments, c'est de vouloir faire comme les Occidentaux, de trahir sa religion au profit d'une miche de pain, ce qu'ils appellent, certains appellent ça les Arabes de service. Voilà. Je prends l'exemple de l'imam Chalgoumi, par exemple. Il y a, en fait, pour eux, sur la question du voile notamment, puisque c'est le thème de mon livre, ils considèrent que tous les musulmans, tous les savants, ce qu'ils appellent les savants musulmans, sont d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas d'accord, ils les excommunient, pour employer un terme chrétien. Donc, ils ne sont plus musulmans. Donc c'est facile après de dire que tout le monde est d'accord. Et donc ils ont le monopole sur la théologie, ils ont réussi à imposer leur vision de l'islam, et effectivement aujourd'hui il y a pour beaucoup, dans l'esprit de beaucoup de gens, une fusion, on ne sait plus, c'est quoi islamisme, en fait c'est la même chose. Les islamistes sont finalement des gens qui mettent vraiment en pratique l'islam. Si vraiment on veut être musulman pratiquant à fond et appliquer vraiment le Coran, alors on est islamiste. Ben non, ça c'est la vision extrémistes de l'islam. Il y a des musulmans qui sont progressistes, qui appliquent pleinement l'esprit du Coran, pas la lettre, l'esprit du Coran, et donc ils sont pro-laïques. Parce qu'ils prennent dans le Coran des textes, des interprétations coraniques qui considèrent que la loi des hommes, il y a des textes comme ça dans le Coran, est supérieure à parfois le livre coranique. Pourquoi? Parce que, pareil, parmi les musulmans, des musulmans considèrent que le voile est incréé, et d'autres musulmans considèrent que le voile est une création de l'homme. Le Coran, oui.
est une création de l'homme. Et il y a des débats. Mais ce débat aujourd'hui est étouffé puisqu'il y a une monopolisation de l'islamisme sur l'islam et qu'un musulman qui dirait ça aujourd'hui, même parmi d'autres musulmans lambda qui croient être de simples musulmans alors que, sans le savoir, j'en parle dans le livre, ils adhèrent à l'interprétation extrémiste de l'islam qu'ils considèrent comme l'islam tout court, dire à ces musulmans-là que l'islam est une création humaine, ça les choque parce qu'ils n'ont jamais entendu un discours différent. Voilà. Et je prends un dernier exemple. Récemment, j'ai voulu aller sur TikTok parce qu'il faut aussi toucher la jeunesse et j'ai créé un compte TikTok pour mettre une publication. C'était pour la journée mondiale des femmes sans voile, créée par des musulmanes d'Aubervilliers. Et donc, j'ai juste mis cette publication-là, cette image-là, en mettant avec hashtag Free from Hijab. Et bien là, comme ces jeunes-là n'entendent pas les discours des laïcs que nous sommes, des personnes comme moi, ne connaissent pas les musulmans qui sur Facebook ou Twitter s'expriment pour dénoncer l'islamisme, n'ont jamais entendu ça. Ils n'ont jamais entendu une petite critique du voile. Parce que pour eux, critiquer le voile, c'est être d'extrême droite. Parce qu'au sein de la jeunesse aujourd'hui, il y a tout ce discours de pseudo-tolérance vis-à-vis d'une idéologie totalitaire qui considérait comme une religion toute simple. Donc là, ils voient ça, ils sont choqués. Ils sont choqués parce que pour eux, c'est s'attaquer à l'islam. Il n'y a pas de débat possible. Sur TikTok, il n'y a pas de débat, mais voilà. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas occulter qu'il y a des musulmans qui ne pensent pas comme ça, qu'il y a des musulmans qui... Alors après, on va leur reprocher à ces musulmans-là de ne pas se faire entendre. Mais ils se font entendre, seulement on ne veut pas les écouter. On ne veut pas les écouter et que la plupart d'entre eux, quand ils s'expriment, quasiment tous d'ailleurs, ils ne le font pas en tant que musulmans, puisque justement ils sont laïcs. Ils le font en tant que citoyens. Ils vont dans des partis politiques classiques, dans des associations laïques, pour lutter contre l'islamisme. Mais ils ne vont pas mettre en avant leur foi, puisque justement c'est ce qu'ils reprochent aux islamistes. Donc c'est tout le paradoxe et c'est toute la difficulté du sujet. Donc Hérétique Podcast, on continue. Donc on a parlé effectivement de l'islam progressiste et de l'islamisme. Et donc par rapport à ça, on avait une question. On a été un peu étonné en fait de voir Oubrou et Becher, qui sont deux personnalités au sein de l'islam qui sont vues par toi comme en fait des islams, comment on peut dire ça, des gens qui promeuvent l'islam, un islam modéré, ou c'est pas ton terme, je crois que tu dis islam progressiste davantage. Est-ce que tu peux expliquer, parce que de notre point de vue, on avait l'impression que c'était un jeu, enfin une espèce de jeu politique, d'un repli stratégique même, de dire on va pas mettre en avant le voile, mais parce qu'on veut faire progresser plus rapidement l'islam, et après on verra. En gros, c'est comme ça qu'on l'avait compris. Alors, Tariq Oubrou, c'est le recteur de la mosquée de Bordeaux, et c'était un frère musulman. Il faisait partie des cadres de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans. Donc lui, c'était un islamiste. Ça l'est peut-être encore aujourd'hui. J'ai pas de source qui confirme que c'est encore un islamiste. Par contre, il l'a été. Il y a des sources de ses propos des années 90. Bon. Et sur le voile, il a évolué. C'est-à-dire qu'il a écrit dans des ouvrages, ou dans des ouvrages où ce sont des entretiens ou de sa main lui-même, qu'il a longtemps été convaincu que le voile est une prescription religieuse, mais en fait, il s'est vraiment théologiquement penché sur le sujet, et il a découvert qu'en fait, ça ne l'était pas. Et il argumente sur le fait que théologiquement, ça ne l'est pas, et aussi sur le plan sociétal que ça ne l'est pas. Voilà. Donc lui, sur le voile, il n'a plus d'ambiguïté. Alors après, c'est comme Khaled Bencher. Bencher, lui, n'a jamais été islamiste, par contre. Son père était recteur de la mosquée de Paris. Il est issu d'une famille qui ont lutté contre les islamistes. Lui-même a des mots très durs contre le voile. Beaucoup plus dur que moi, parce qu'il sait très bien que ce n'est pas une prescription coranique non plus, et donc il défonce le voile, quoi. Alors après, Tariq Oubrou, lui dit que voilà, puisque c'est pas une prescription coranique, il y a quand même des personnes qui croient que c'est une prescription coranique. Il y a des femmes qui croient que c'est une prescription coranique. Donc, puisqu'elles n'entendent pas que ça ne l'est pas, autant leur faire comprendre que c'est secondaire. Voilà, on se fout du voile. Si ça doit t'empêcher de faire des études, d'avoir un emploi, d'être bien intégré dans la société française,
te voile pas. C'est pas parce que t'es pas voilé que tu iras brûler en enfer. C'est pas vrai. Voilà. Khaled Bencher, lui, donc, a toujours considéré que ce n'est pas une prescription, mais il considère que lui, pour convaincre ceux qui y croient, pour convaincre les islamistes aussi, ceux qui font les conférences, ceux qui font les livres, qui font les prêches, qui sont frères musulmans et salafistes, mais il s'adresse surtout aux frères musulmans, et ben lui, il parle avec eux. Il va sur leur terrain. Il est allé de nombreuses fois au rassemblement annuel des frères musulmans français au Bourget, organisé par l'UOIF. Il est allé plusieurs fois aussi à des conférences organisées par telle structure régionale des frères musulmans, etc., pour s'exprimer. Et là, ce que beaucoup lui reprochent, c'est ça. C'est de s'acoquiner avec les islamistes. Et moi, je considère que oui, on peut aller parler comme politiquement, quand on est de gauche, on peut aller à une conférence d'extrême droite pour leur dire tout ce qu'on pense de leurs idées. Ce qui compte, c'est ce qu'on dit, pas seulement l'endroit où on va s'exprimer. C'est plus facile de parler sur son propre terrain à des gens qui sont déjà convaincus. Mais le problème avec Khaled Bencher, c'est qu'il y va un peu trop souvent. Et que parfois, effectivement, malgré ses discours très ferme sur le port du voile, on a parfois l'impression qu'il fait des compromis ou qu'il est un peu ambigu ou voilà. Je connais son histoire, je connais l'histoire de sa famille, donc je sais qu'il n'est pas ambigu. Mais c'est vrai que quand on voit ça de l'extérieur, en fait, pour moi, Khaled Bencher, il fait des grosses erreurs de communication. De grosses erreurs, et donc par-delà, il y a une forme de compromission avec les islamistes, parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu trop de concessions en disant on va les attirer vers nous, mais pour ça, il faut aller vers eux. Voilà. Donc c'est un peu, moi, l'approche que j'en ai. Encore une fois, je n'ai pas de source de leurs propos écrits ou oraux qui dirait que l'un et l'autre sont des islamistes aujourd'hui. On a un audio justement de Bencher qui déclare que effectivement le voile n'est pas l'urgence, n'est pas le plus important aujourd'hui, en attendant que nous entre guillemets, nous soyons à des postes importants de diplomates, préfets, etc., y compris en majoritaire dans l'Assemblée. Et on a quand même l'impression que derrière, il y a ce qu'on appelle une taquilla, c'est-à-dire une tactique de dissimulation, quoi, et qui serait tout à fait juste. Moi, si j'étais islamiste, mon but, ce serait effectivement de paraître modéré ou progressiste et de dire, bon, le voile, laissez tomber, c'est pas grave, puisque de toute façon, en fait, le combat du voile, il est gagné pour les islamistes en France. On est à Paris, moi, pour venir ici, j'ai croisé des voiles, énormément de femmes voilées, tout, hein, hijab, tchador, niqab, etc. La chose est gagnée, en fait. En Occident, l'islam est tout à fait accepté maintenant. Il est entré dans les mœurs. À tous les reportages à la télé, on voit des femmes voilées en permanence. Ça fait partie maintenant du paysage normal, quoi. Et puis, si j'étais islamiste, bon, la question elle est gagnée. Le nombre de musulmans en France double tous les 15 ans. Il n'y a pas effectivement à braquer la population française. Il faut arrêter évidemment tous les attentats le plus possible, arrêter de faire du bruit. De toute façon, l'islamisation est en marche. Donc les gourous à la Bencher et Oubrou qui font un revirement de dernière minute, on a quand même de quoi être là. Alors déjà, il faut démontrer en quel revirement fait Khaled Bencher. Tariq Oubrou fait un revirement. Il était frère musulman. Il faudrait démontrer que Khaled Bencher est un islamiste qui fait de la takia. Or, tous ceux qui travaillent sur l'islam, ça vient l'idée de personne de considérer Khaled Bencher comme un islamiste qui ferait de la takia. C'est ridicule, quoi. Encore une fois, si on affirme ça, il faut des sources. On ne peut pas lancer des suppositions. Ça s'appelle le complotisme de dire ça. Par contre, Tariq Oubrou, oui. Tariq Oubrou, c'est un ancien frère musulman, on peut se poser des questions sur sa démarche, etc., on est d'accord. Mais pas Khaled Bencher, quoi. Après, l'extrait dont tu parles, je ne l'ai pas entendu, donc je ne peux pas me positionner là-dessus, parce qu'on peut l'interpréter de différentes façons, il faut voir le contexte de son discours, donc je ne peux rien dire dessus. Peut-être que tu as raison, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, les sources que j'ai, et puis surtout, encore une fois, sur l'histoire de Khaled Bencher, il n'y a absolument rien, pas un fil qui le relie à l'islamisme, rien du tout, ni sur sa vision de l'islam, ni sur son histoire personnelle, ni sur son parcours théologique, rien. Après, par contre, il y a peut-être, c'est ce que je disais, une forme de mauvaise communication, de compromission ces dernières années, non pas sur le plan théologique et d'aller vers l'islamisme, mais une volonté d'amener les islamistes vers soi, et je trouve que sa méthode pour le faire est une erreur.
C'est-à-dire que les deux ont une approche raciale des musulmans, une approche identitaire du sujet, mais pas par la même porte. Il y a, par exemple, j'espère que je ne vais pas être trop long, mais musulmans islamistes, c'est pareil pour les deux. Voilà. Sauf que l'extrême droite considère qu'un musulman est forcément un islamiste, donc un intégriste, donc qu'il faut combattre. Hein. Les musulmans n'ont pas leur place en France, parce que pour être pleinement musulman, il faut être un islamiste. Et l'extrême gauche considère que les islamistes ne sont pas des islamistes, ce sont des simples musulmans incompris. Les deux fusionnent musulmans et islamistes, mais pas par la même porte. Et les deux ont une approche identitaire de la religion musulmane, de ces sujets-là, certains pour s'agripper à la société judéo-chrétienne, et les autres pour faciliter l'avancée d'une identité fantasmée, qui est celle de l'identité musulmane, sinon on serait raciste si on ne l'accepte pas. Donc c'est une approche qui est raciste des deux côtés. D'un premier côté, c'est un racisme qui part du haut, et qui considère l'autre comme inférieur. Et de l'autre, c'est un racisme bienveillant, un racisme victimaire qui concerne l'autre, le blanc, comme un oppresseur. Donc là, on va rebondir sur autre chose, sur l'islamo-gauchisme. Donc je sais pas, déjà je pense que tu n'étais pas vraiment d'accord avec ce terme-là. Tu pourras expliquer pourquoi. Effectivement, dans ce que tu disais, un des moteurs de l'islamisme, c'était ce côté-là de conforter en fait les gens des banlieues, pour caricaturer sur vous êtes rejeté, vous êtes victime d'islamophobie, etc. Est-ce que tu peux exposer ta vision de l'islamo-gauchisme ou de la façon dont tu veux l'appeler, cette espèce d'alliance contre nature ? Alors moi j'aime pas ce terme parce que il est réducteur, un peu caricatural, parce que islamo-gauchisme ça fait référence à l'islam en tant que religion. Or ce qu'on dénonce, ce n'est pas les islamo-gauchistes dont on parle, c'est pas des gauchistes qui sont fans d'islam. Islamisto-gauchistes. C'est pour ça que là je parle d'islamo-gauchisme. Donc c'est pas des gauchistes qui sont musulmans et qui défendent leur religion. C'est pas des gauchistes qui défendent, qui sont là pour dire il faut que l'islam se développe en France. Ce sont des militants de gauche ou d'extrême gauche qui s'allient à une extrême droite religieuse qui est l'extrême droite musulmane, c'est-à-dire les islamistes, pour une vision qui est extrémiste de l'islam, une vision qui est politique et rétrograde. Donc tous les musulmans ne sont pas comme ça. Islamo-gauchisme, ça fait référence à l'islam en tant que religion, pas à l'islamisme en tant qu'idéologie politique. Donc si on voulait vraiment lier les deux, oui, le terme que j'utiliserais, c'est islamismo-gauchisme. Mais même là, pour moi, j'aime pas trop. Je préfère, c'est plus long à dire, mais je trouve ça plus précis, de dire le partenariat, l'alliance entre une partie de l'extrême gauche et de l'extrême droite musulmane. Voilà. Donc là, on évacue la question islam, est-ce que c'est l'islam, est-ce que c'est pas l'islam ? On parle des individus avec qui ils s'allient, parce que ces gauchistes-là ne font pas de théologie. Ils ne vont pas à la Mecque faire leur pèlerinage. Donc parler d'islamo-gauchisme, c'est presque un non-sens. Par contre, effectivement, concrètement, en dehors du terme, il y a vraiment une alliance entre une partie de l'extrême gauche et de ce que j'appelle l'extrême droite musulmane en France, et notamment à travers, grâce à la stratégie, une des stratégies de l'islamisme, puisque l'outil politique c'est le voile et autour de la sémantique c'est la victimisation. C'est le commun de toutes les idéologies totalitaires, hein. La victimisation, le nazisme, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, c'est pas des gens qui se disaient on va envahir le monde. On est des méchants, on va envahir le monde. C'était nous sommes agressés, nous sommes victimes du traité de Versailles, on est entouré de gens qui nous aiment pas, on va défendre ce que nous sommes. Voilà, c'est ça le nazisme. L'islamisme fonctionne pareil. Et donc, d'ailleurs, les frères musulmans ont bien pris exemple et ont été parfois partenaires avec le nazisme à l'époque de la création des frères. Donc, notamment Hassan al-Banna qui admirait une partie de l'idéologie nazie. Donc, c'est pour ça qu'islamo-gauchisme, c'est un terme un peu ambigu, et tout autant que le terme islamophobie, qui en fait c'est la réintroduction d'un délit de blasphème, mais un délit de blasphème spécifique à une religion qui est l'islam, c'est-à-dire la volonté de d'instrumentaliser les cas qui, pour beaucoup d'entre eux, sont réels, de discrimination envers les musulmans, et de fusionner ça avec la critique de l'islam. Si on critique l'islam, c'est une attaque contre les musulmans, puisqu'on racialise aussi cette religion. Si on critique l'islam, on critique l'individu. Donc c'est racialiser l'islam. Et c'est pour ça que
les partisans de ce terme n'adoptent pas, je sais pas moi, l'expression de hostilité envers les musulmans, par exemple. Ou alors, s'ils veulent psychiatriser le sujet, de musulmanophobie. Là, on parle d'islamophobie. On fait non pas référence à l'individu, au croyant, on fait référence à la religion elle-même. Et donc on fusionne les deux, et c'est pour ça, et j'en parle dans le livre, que même le Larousse fait cette erreur, c'est quand même un comble. C'est-à-dire que le Larousse, la définition de l'islamophobie, c'est hostilité envers l'islam et les musulmans. Donc il y a un glissement sémantique qui fait que si on est hostile à l'islam, en tant que concept, on est hostile donc aux individus. Et donc, comment tu expliques cette alliance contre nature entre l'extrême gauche et l'extrême droite musulmane ? Alors, d'abord, sur le plan historique, ça remonte à loin, puisque notamment ce qu'on appelait les porteurs de valises pendant la guerre d'Algérie, par exemple, refusaient de voir les motivations religieuses du FLN. Au sein du FLN, il y avait des gens qui considéraient l'islam comme identitaire, etc. Ils refusaient de le voir. Pour eux, c'était juste des socialistes en révolte contre l'impérialisme occidental américain et surtout la colonisation française. Et effectivement, moi, quand j'ai vu dans les archives, dans les sources, quand vous aviez, par exemple, des étudiants issus du monde arabo-musulman qui venaient en France pour étudier et qui faisaient partie d'associations ou qui créaient leur propre association, c'était, par exemple, je sais pas moi, les étudiants socialistes de tel pays, d'Iran, de Tunisie, ou travailleurs de tel pays, etc. Et dans les années 70, on voit un glissement sémantique progressif où le mot musulman commence à apparaître. Donc là, il y a la référence à la religion. C'est pareil pour le conflit israélo-palestinien dans les années 60. Les motivations étaient dominées par les motivations socialistes, par les motivations les peuples à pouvoir disposer d'eux-mêmes, etc., le peuple palestinien, tout ça. Il n'y avait pas la notion religieuse, elle n'était pas première en Palestine. Et pareil, c'est venu dans les années 70. Et donc l'apothéose a été la révolution iranienne, en 79, là à chaque fois on voyait de plus en plus le mot musulman. Là on voyait donc le curseur glisser vers le religieux et quitter les valeurs de gauche, mais pour la gauche qui était déjà liée dans les années 60 avec ses travailleurs, avec ses n'ont pas vu ou n'ont pas voulu voir cette évolution-là. Et donc ils continuent à percevoir ces arabes entre guillemets, ils ont commencé à les voir comme des musulmans opprimés par l'Occident. C'était plus des Arabes opprimés, mais des musulmans opprimés. Et donc là, il commençait à avoir les grosses confusions, puisque si on est musulman, on est forcément arabe, ou arabe, on est forcément musulman, etc. Et donc à racialiser une religion. Donc ça, c'est sur l'aspect historique. Après, il y a le travail des islamistes, encore une fois, où quand ils s'expriment en Occident, c'est toujours à travers la victimisation, puisque les musulmans sont minoritaires, et que dans les pays comme la France, la majorité des musulmans, c'est historique, économique et historique, vivent dans des quartiers populaires, sous le seuil de pauvreté. Les islamistes font comme ils ont fait dans les années 30 avec les frères musulmans en Égypte. Ils investissent le social, l'aide humanitaire, le soutien scolaire pour faire leur propagande. Et donc ça s'accompagne avec un discours victimaire. Et comme dans les quartiers populaires, sur le plan politique, ceux qui sont le plus présents, ce sont des gens de gauche, forcément ils sont en contact. Et enfin, c'est que comme les ouvriers, il y en a de moins en moins, et que ceux qui restent ont plutôt glissé vers le Rassemblement national, qui, pour devenir les électeurs de cette gauche-là, les habitants des quartiers populaires, et donc ceux qu'ils identifient être des musulmans, à travers ce que leur disent les prédicateurs islamistes, qu'ils ne voient que comme de simples musulmans. Parce que les islamistes, il faut le comprendre, c'est qu'il n'y a aucun, même Ben Laden, ne se définissait pas comme islamiste. Pour eux, les salafistes ne se considèrent pas comme des islamistes. Ils se considèrent comme des musulmans pieux. Donc quand ils s'expriment comme ça, en disant nous sommes victimes et que nous on est juste des musulmans, et qu'en face les gens ne connaissent rien à l'islam et ils les écoutent, et au fur et à mesure, forcément, on cherche de nouvelles victimes à défendre, et donc là on en vient à s'allier avec l'impensable. Donc là, ouais, en fait, on est un peu dans... Si j'y résume un peu, c'est un peu du tiers-mondisme, un peu, les peuples opprimés qui nous rejoignent et on les assimile à des musulmans, donc de manière très caricaturale. Et il y a aussi un truc, peut-être un phénomène qui est encore plus étrange, c'est donc, nous on est issus du milieu libertaire, donc on voit que le gauchisme ambiant fait que, on met de côté le côté ni Dieu ni maître, on va pas insister dessus, à cause de ce côté victimisation. Mais il y a aussi, ce que je voulais dire, c'est le phénomène plus étrange, c'est l'alliance entre les féminismes
Et donc là, les islamistes, on ne parle pas de musulmans, ceux qui font la promotion du voile. Oui, alors c'est parce que pour défendre ces victimes éternelles, et comme les gens de gauche ne sont pas trop branchés religion à la base, ils vont racialiser l'islam. Ils vont aller dans le sens des islamistes, c'est-à-dire que les musulmans font partie d'un peuple que puisque ça ne peut pas se voir à travers une couleur de peau, ça doit se voir avec quelque chose de visible. Et par quoi on le voit ? Par le voile. Puisque les islamistes ont choisi cet outil-là. Donc, il y a une racialisation de la religion, et ce tiers-mondisme, moi je vais plus loin, ce sont des racistes. C'est ce que j'appelle le racisme bienveillant. C'est-à-dire, ils sont opprimés, les musulmanes sont forcément voilées, elles disent que c'est leur choix, qui sommes-nous pour critiquer ce choix ? C'est comme certains parmi eux vont plus loin concernant l'excision, et qui considèrent, mais qui sommes-nous, nous, pour leur dire que l'excision, c'est pas bien ? Voilà, ça va jusque-là, quoi. Et donc, ce racisme bienveillant fait que les islamistes peuvent tous se permettre, entre guillemets, en tout cas beaucoup de choses, où même des gens qui ne sont pas islamistes, qui ne sont pas pratiquants musulmans, mais qui sont d'origine maghrébine, je pense à Taha Bouaf, journaliste entre guillemets, qui était candidat LFI pour la députation en Rhône-Alpes, et c'est quelqu'un qui est très violent, qui est raciste, qui est sexiste, mais parce qu'il est d'origine maghrébine, voilà, c'est une pauvre victime. Voilà. C'est particulièrement insultant. Moi, je suis issu de la même ville que Taha Bouaf, du même quartier que Taha Bouaf, celui d'à côté. J'ai le même parcours que lui, et pourtant, je ne pense pas comme lui, je ne m'exprime pas comme lui, je ne suis pas raciste, je ne suis pas sexiste. Et de vouloir dire, comme l'ont fait certains dans la France insoumise, que Taha Bouaf, c'est les quartiers populaires, c'est l'image des quartiers populaires, c'est raciste. C'est profondément raciste, et c'est les gens comme moi qui vivons dans les quartiers populaires, on a pris ça comme une gifle qui a fait aussi mal que celle de Jean-Marie Le Pen. C'est pareil. Donc, et donc dans tout ce discours-là, parmi eux, il y a des féministes. Et le féminisme, c'est comme tout le reste, c'est quelque chose de complexe. Il n'y a pas un féminisme. Donc, en gros, ça se partage entre les féministes universalistes, dont je suis, et les féministes intersectionnels. Le féminisme universaliste considère que toutes les formes de sexisme, de patriarcat doivent être combattues. On s'en fout d'où ça vient. Voilà, on s'en fout. Alors, on adapte la lutte selon ce qu'on a à faire, évidemment, parce qu'on n'emploie pas les mêmes méthodes vis-à-vis des uns et des autres, mais pour un objectif qui est le même, c'est lutter contre toutes les formes de sexisme. On s'en fout que ce soit religieux ou pas, que ce soit musulman, chrétien, athée, on s'en tape, c'est sexiste, point barre. Et on lutte contre ça. Parce qu'on est tous des êtres humains, qu'il n'y a pas de hiérarchie, ou c'est pas parce qu'on est né ailleurs ou qu'on vient d'ailleurs qu'on doit avoir un traitement différent. Voilà. Les intersectionnels ne sont pas dans cette dynamique-là. Elles considèrent qu'un individu peut cumuler différentes formes de discrimination, ce qui est vrai, et une femme noire, musulmane par exemple, et donc ça permet de réfléchir sur ces questions. Ça, c'est le travail universitaire, mais ça a basculé vers le militantisme, et donc ce n'est plus une recherche universitaire, c'est un acquis. C'est-à-dire on distingue les blancs qui sont forcément oppresseurs des autres, des non-blancs, qui sont forcément des victimes éternelles. Voilà. Et à partir de là, ça part en vrille. Et donc là, parmi ça, il y a les musulmans, puisque, je rappelle, ils racialisent l'islam, donc l'islam est une race, donc c'est pour ça qu'ils parlent de racisme quand on critique le port du voile. Et à partir de là, à l'intersection des discriminations, ce féminisme va céder le passage au respect de l'intégrisme musulman qui considère comme l'islam tout court. Donc là, c'est pour ça que je dis qu'il faut ramener le voile sur ce qu'il est, c'est-à-dire le sexisme, parce que là, quel est l'argument ? Je pense au planning familial, par exemple, aujourd'hui, qui met en avant, par exemple, le 8 mars, une affiche avec différentes femmes, dont une ou deux sont voilées sur l'affiche. Là, il y a eu le maire de je ne sais plus quelle ville qui a voulu faire retirer les affiches au nom de la laïcité. Erreur, puisque la laïcité ne l'interdit pas. Et justement, le planning familial considère que c'est laïque. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas montrer les différentes formes d'expression, même religieuse, des femmes en France, etc. Voilà. Alors que c'est purement sexiste. Et c'est ça, le féminisme intersectionnel, c'est ça. C'est-à-dire que, puisque c'est une revendication qui est dite religieuse, et que ça vient de femmes, alors on n'a pas à chercher à comprendre. Et là aussi, je reviens à ton idée, c'est purement du racisme. C'est-à-dire, c'est clairement du racisme. Une femme occidentale, blanche, c'est dégueulasse qu'on lui dise de pas faire la vaisselle. Par contre, tolérer une violence sexiste aussi criante que le voile, ça pose moins de problèmes parce que la personne est racisée.
Tout à fait. Et je cite un exemple dans mon livre, c'est un match de football qui avait eu lieu il y a quelques années, 2 ans je crois, en Jordanie, 2 équipes féminines, une verte, de couleur verte, une de couleur rouge, et que l'équipe de couleur, je ne sais plus laquelle, peu importe, les joueuses étaient recouvert d'un survêtement et voilé. Et que, à un moment donné, il est arrivé ce qu'il arriva, c'est que une joueuse, sans faire exprès, retire partiellement le voile de son adversaire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, la joueuse voilée qui a perdu son voile s'arrête, le match s'arrête, la fille se met à genoux pour réajuster son voile et une bonne partie des joueuses de l'équipe adverse, non voilées, viennent entourer la jeune femme pour la cacher, pour qu'elle puisse réajuster son voile. Et une fois que son voile a été réajusté, les autres s'écartent et le match peut reprendre. Et pendant qu'elle réajustait son voile, on entend le Coran dans les haut-parleurs et les gens qui applaudissent. Cette scène-là, qui a été filmée, a été reprise sur une chaîne américaine et quelques mois après, quelques semaines après, sur une autre chaîne américaine, et ça a fait le buzz sur YouTube, le buzz sur les réseaux sociaux, ça a fait le tour du monde. Non pas parce que ça a choqué, mais au contraire parce qu'on a trouvé ça formidable. Et même des organismes féministes, je pense à auféminin.com par exemple en France, ont trouvé ça génial, c'est inspirant, on devrait tous s'inspirer de ça. C'est-à-dire une forme de sororité. Et là, alors qu'on a assisté à l'acte sexiste l'acte le plus sexiste qui ait jamais été filmé. C'est-à-dire qu'une femme, parce qu'elle est femme, se met à genoux, donc position symbolique forte, se met à genoux, et doit être cachée par d'autres femmes qui, elles, la regardent, puisqu'elles sont des femmes. Donc elles peuvent la regarder. Pour cacher cette femme de tous les autres hommes du stade et de ceux qui pourraient la voir à travers leur écran, pour qu'elle puisse cacher à nouveau ses cheveux, parce que cette fille est un objet sexuel sur pattes. Et qu'il ne faut pas qu'elle monte ses cheveux, parce que sinon ce serait une forme d'impudeur qui exciterait des hommes. Voilà. Et qu'on ne verra jamais un match de football d'hommes où un homme va s'arrêter pour se mettre à genoux, pour cacher sa chevelure, parce qu'il pourrait exciter des femmes. Ça n'existe pas. C'est que pour les femmes, quoi. Et elle s'est arrêtée pour ça. Voilà. Et parce que s'il y avait que des femmes, c'était en huis clos, il y avait que des femmes, elle se serait pas arrêtée, la fillette. Ou alors, d'ailleurs, elle serait même pas voilée, puisqu'il y aurait que des femmes. Donc, et ça, on a trouvé, les féministes intersectionnelles ont trouvé ça formidable, alors que c'est purement sexiste et patriarcal. Très bien. On clôt ce sujet. Là, il nous reste peu de temps malheureusement pour. On l'a déjà évoqué. Heureusement, c'est le sujet de l'assimilation. Donc, on en a déjà parlé un peu, mais donc dans l'islamo-gauchisme et même le féminisme intersectionnel, il y a un peu cette idée très anglo-saxonne du multiculturalisme, qui est un peu opposé au système français de l'assimilation. Moi, en lisant ton livre et en réfléchissant sur le sujet, je pense que c'est aussi une solution justement pour pas que les gens partent dans le séparatisme, dans l'islamisme. C'est l'assimilation. Donc on le voit de façon différente, mais ça veut dire se considérer pleinement français. Alors, c'est vrai. Alors d'abord, par rapport au multiculturalisme anglo-saxon, c'est justement ce que souhaitent les islamistes en France, c'est-à-dire amener la société française vers le modèle anglo-saxon. Parce que le modèle anglo-saxon permet l'épanouissement de l'intégrisme religieux. C'est à Londres qu'on voit des tribunaux de la charia, par exemple. Aux États-Unis aussi, les extrémismes religieux peuvent s'exprimer, bien sûr sans violence, mais ils peuvent s'exprimer parce que c'est considéré comme la liberté d'expression, la liberté religieuse. Le président américain juge sur la Bible et parle de Dieu quand il prête serment, quand il accède à la présidence. C'est impensable en France. Donc il y a tout cet aspect-là. Et une partie de la gauche française qui est inspirée par les mouvements de gauche américaine veulent importer ce modèle en France. Et encore une fois, c'est aussi un des éléments qui permet cette alliance entre l'islamisme et une partie de la gauche. Et donc là, ce modèle de multiculturalisme ferait qu'effectivement, nous aurions quasiment des droits différenciés. C'est d'ailleurs ce que souhaite Alliance Citoyenne. C'est l'association qui avait lancé les opérations Burkini à Grenoble, qui avait lancé le mouvement des hijabeuses, ces 12 joueuses de football qui veulent jouer voilées. Et comme je l'ai souvent écrit, cette association est vraiment un cas d'école, justement le lieu où se rencontre une partie de l'extrême droite musulmane et une partie de l'extrême gauche. Typiquement, c'est vraiment une caricature à ce point-là. Et donc cette association-là parlait de droits civiques des femmes musulmanes. C'est ce qui est
n'a rien à voir avec la société française, puisqu'il n'y a pas de droits civiques différenciés. On est tous des citoyens, on a tous les mêmes droits civiques. Il n'y a pas de droits civiques pour des femmes musulmanes, pour des hommes musulmans, pour des athées, pour des machins. Donc leur volonté, c'est ça, pour justement pouvoir accorder des privilèges à une partie de la population en raison de ce qui déclare être sa foi. Voilà, c'est l'islam politique qui veut ça. D'ailleurs, c'est sur ça que jouait Éric Piolle, le maire de Grenoble, modifier le règlement de la piscine municipale pour accorder un privilège à une demande faite par des fanatiques religieuses pour le burkini. Alors, ce n'était pas formulé comme ça dans le règlement, bien sûr, de la piscine, mais en tout cas, il y avait des contorsions sémantiques dans le nouveau règlement pour autoriser le burkini. C'était tellement flagrant que le tribunal administratif de Grenoble puis le Conseil d'État ont retoqué ça. Voilà. Donc, et ça, c'est un glissement vers le multiculturalisme. Et c'est un danger parce qu'effectivement, on deviendrait comme Londres où il y a des quartiers où les gens, des Britanniques d'origine étrangère, ne parlent pas anglais. Ils parlent dans leur langue d'origine et pourtant beaucoup sont nés en Grande-Bretagne. Donc, et ça, effectivement, c'est un danger pour la France et que la solution, c'est l'universalisme et avec ça aussi l'assimilation. Puisque quand je militais contre le racisme, l'éducation populaire dans les années 90, on parlait du droit à la différence. Et c'était une erreur parce que le droit à la différence, ça glisse vers le repli communautaire. On aurait dû parler du droit à l'indifférence. Peu importe mes origines, ma religion, voilà, c'est mon intimité, ça fait partie de mon identité, de ce que je suis aussi, mais c'est pas ce qui doit me définir en premier. Voilà, je suis un citoyen français et que je dois être comme les autres. Voilà. Mais pour être comme les autres, il ne faut pas aussi revendiquer donc, des droits différenciés, il ne faut pas réclamer des choses que personne ne réclame et qu'après, face au refus, on dit « je suis discriminé ». Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut qu'il y ait une assimilation. Pourquoi elle ne fonctionne pas ? Parce que le terme assimilation est aujourd'hui assimilé à l'extrême droite. Assimilé, c'est le cas de le dire. Celui qui parle le plus d'assimilation, c'est Éric Zemmour. Donc c'est compliqué d'en parler. Et aussi parce que les islamistes ont fait un travail de terrain, aidé avec une partie de l'extrême gauche, qui empêche une bonne partie des musulmans de s'assimiler pleinement à la société française, parce que ce serait perçu comme une forme de trahison de ses origines. Voilà. Et on le voit aujourd'hui au sein d'une bonne partie de la jeunesse, où la religion, l'islam en tant que religion, est un vecteur beaucoup plus fort que ma génération à moi dans les années 80 quand on était au collège, par exemple. Où là, ça faisait partie de notre identité, de ce qu'on était, mais c'est pas quelque chose non plus où on s'accrochait dessus, où voilà, il y en a qui faisaient le ramadan, d'autres pas, et quand on le faisait, c'était pour faire plaisir à nos parents. Certains étaient pieux, ils faisaient le ramadan, après certains se sont mis à faire la prière, mais toujours de façon intime. Il n'y avait pas de revendication à l'extérieur de chez soi, de vouloir aussi afficher une pratique pour dire regardez, hop là les gars, moi je suis musulman, respectez-moi. Voilà. Donc non, c'était quelque chose qui était considéré comme pas seulement privé mais intime parce que justement il y avait cette volonté de s'assimiler, de dire surtout pour nos parents qui sont venus de l'étranger, de dire voilà, on est là en France, on est accueillis en France, ils étaient accueillis, ils n'étaient pas français à l'époque, on est accueillis en France, donc on s'adapte, on s'assimile, on n'essaye pas de se distinguer, il faut qu'on devienne français quoi. Il faut que mes enfants deviennent français, mais il ne faut pas non plus qu'ils oublient d'où ils viennent. C'est ça qui est compliqué aussi pour ces parents-là. C'est à la fois de s'assimiler à la société française, mais aussi, voilà, moi si je vais ailleurs, j'ai envie que mes enfants s'assimilent, mais j'ai pas envie qu'ils oublient qu'ils sont français aussi, quoi, parce que c'est aussi ce que je suis. Donc, mais c'est la question du dosage, et puis surtout, quand on commence à en faire un outil politique, un argument politique, c'est là que ça devient dangereux. Voilà. Et malheureusement, et c'est là où c'est dangereux, c'est que l'extrême gauche, sur ce sujet-là, rejoint l'extrême droite. Vous venez d'entendre la deuxième partie de l'entretien avec Naëm Bestanji. Rendez-vous dans 15 jours pour un entretien avec Quentin Bérard sur les impasses de l'écologie politique. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet hérétiqueaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.